166e épisode des Technos, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et c'est parti mon kiki, avec qui ? Avec Marc, salut Marc, salut. Ainsi qu'avec Sébastien, salut. Hello. Sébastien, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ces deux-ci sont relativement bavards, et que donc ça va durer, on a l'habitude de dire, quoique, on va voir. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, merci pour vos pouces vers le haut, merci pour les étoiles que vous partagez sur les différentes plateformes de podcasting, lorsque c'est possible de donner une petite cotation, faites-le, ça nous fait plaisir, ça permet aussi de mieux se faire connaître du monde entier, et comme ça on est plus nombreux, et plus on est nombreux, plus on rigole, et plus on partage ce qu'on a l'habitude de partager dans chaque épisode hebdomadaire, c'est-à-dire notre revue de presse hebdomadaire, en tout cas la revue de presse technologique de ces deux zigomards cette semaine, pour parler donc technologie. Évidemment, on va pas vous parler de cuisine, ou de pêche, ou de jardinage, quoique on pourrait peut-être un jour le faire, mais on ne le fera pas. Non, on a d'abord un projet de podcast médical, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. On a à l'occasion, il faudrait qu'on y repense. Tiens, je suis là. Voilà. C'est mon doigt qui a... Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il s'est fait opérer du doigt. Il s'est fait opérer du doigt, et ça n'a pas été... voilà. Courrier des auditeurs. On a reçu un peu de courrier, mais je pense qu'on a répondu à tout le monde. Systématiquement. Sauf qu'on doit numéroter les numéros. Sauf quelqu'un qui nous a envoyé un message et qui trouvait que notre numérotation était bizarre. C'est un truc, c'est les chiffres romains qui ils ont tendance à se suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on arrive à 166. Et donc voilà, forcément, le 165e c'était le précédent, et le 167e ce sera le suivant. Donc voilà, c'est notre numérotation à faire. On fait un truc un peu spécial, un peu particulier, pas toujours évident. On aurait pu le faire en binaire, mais on a trouvé que ça se prêtait pas nécessairement à tout le monde, donc voilà. À mon avis, son problème, c'est parce que dans YouTube, ils sont pas triés par ordre chronologique. Ça dépend comment... Oui, non, ça dépend. Normalement, ils sont sur la chaîne, ils sont triés par ordre chronologique. Voilà. Et même dans des playlists, etc. Voilà. Ou alors, c'est qu'il y a confusion entre les numéros réguliers et les hors-série. Peut-être. C'est des choses différentes. Voilà. Donc. Bienvenue. Bienvenue en tout cas, oui. Voilà. Bienvenue, on va pas changer les numéros, on va les garder comme ça pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'un jour on changera, pourquoi pas. Et si on faisait on décrémentait? C'est ça. Arrivé au si on le faisait en hexa? Arrivé au 175, on repart dans l'autre sens. Ce qui donnerait une durée de vie à ce podcast aussi en même temps, 4 ans. Donc on peut entamer directement, si vous le voulez bien, notre abécédaire classique, parce que là aussi on a fait un choix un petit peu particulier, c'est de faire les choses par ordre alphabétique. De temps en temps on se plante, soyons clairs, on a encore du mal avec les lettres, mais en général ça fonctionne plutôt pas mal. Ça commence par la lettre A, ce qui est quand même déjà bien. A comme Amazon. J'étais en train de penser, après on fera la lettre Z. A comme Amazon. Sébastien, il fait pas bon bosser pour Amazon, ou même Tesla d'ailleurs pour le moment. Voilà. Alors c'est un rapport des 12 sociétés les plus dangereuses pour bosser aux États-Unis. Les Dirty Dozen. Et en fait, dans ces 12 sociétés, on retrouve étrangement deux boîtes high-tech, donc Amazon et Tesla. Ce qui plaît pas forcément, parce que d'habitude on voit ces boîtes dans la top pour plein d'autres raisons que surtout pour ne pas y aller bosser. Et donc Amazon, il faut savoir que depuis 2013, ils ont eu 7 morts. Ah oui. Donc 7 morts dans les entrepôts. Et Tesla, ils ont alors 31% de blessés en plus que l'industrie auto. Et si on prend dans les blessés graves, on est à 83% de plus que dans l'industrie auto classique. D'accord. Donc effectivement, il semble avoir des problèmes de sécurité. Alors Amazon n'a pas répondu. Tesla a dit oui, on est désolé, on essaie d'améliorer les choses. C'est vrai que c'est pas mal. Quand il y a des blessés, il faut quand même faire quelque chose. C'est pas tout d'être hype, mais il faut quand même aussi penser à ces gars. Amazon, par contre, eux, c'est plutôt no comment. Les employés ont plutôt tendance à râler depuis des années, mais on peut pas dire que ça s'améliore forcément pour eux. Maintenant, ils ont même droit à un petit bracelet, et ce petit bracelet suit à la lettre
tout ce que tu fais. Ah oui, d'accord. Donc si tu ne fais pas ton... Oui, c'est pas un petit bracelet pour quand t'es mort. Tu as déjà le tag sur l'orteil. Gagnons du temps. Et pouf, et après on te met sur le truc le tapis roulant. C'est tout est déjà prévu, tu vois. Gagnons du temps. Gagner du temps. Livraison en drone, dispersion et tout. Non, ils ont un bracelet pour contrôler en permanence tout ce que font les employés. Et si effectivement tu dévies de ton emploi du temps, bah, tu es rappelé à l'ordre. Hein. Tu peux pas perdre 2 minutes sur ta journée. Donc c'est vraiment, ils sont sur des rythmes effrénés. Et bon, bah voilà, ça a un coût. En tout cas, la gestion Amazon, c'est voilà, presque un mort par an. Ce qui est un peu paradoxal parce que on parle beaucoup de la robotique dans l'industrie, etc. Et on parle de plus en plus du fait que le robot vient en aide à l'humain et ne vient pas nécessairement le remplacer, vient plutôt le soulager plutôt que de lui prendre son boulot. Ici, en l'occurrence, malgré tout, quand tu regardes les entrepôts d'Amazon qui sont quand même fort robotisés aussi, c'est impressionnant à voir d'ailleurs, hein, malgré tout, le risque pour l'être humain reste quand même accru. C'est mauvais calcul, probablement. Enfin, c'est juste complètement couillon. En fait, il y a une réponse d'Amazon, mais ce matin, quand je lisais l'article, ils n'avaient pas encore répondu. D'accord. Donc maintenant, il y a la réponse. Et effectivement, Amazon, l'environnement de travail est quand même relativement dangereux, comme Tesla. C'est des endroits qui sont hyper robotisés. Ouais. Le robot, il en a rien à foutre d'avoir un humain. Hein. Il détecte pas. C'est pas des endroits où tu es censé avoir monsieur tout le monde, c'est un environnement contrôlé, donc parfois effectivement le robot il embarque un bout de l'humain avec, tu vois, donc c'est pas étonnant que dans des robots qui ont des poids pour soulever des bagnoles ou des milliers de colis, que malheureusement... des étagères complètes chez Amazon. Si tu as mis ton bras au mauvais moment, au mauvais endroit, t'es parti avec. Ouais. Alors Amazon dit qu'effectivement ils essayent d'améliorer la situation dans tous les sens, mais que Amazon est fier d'avoir créé 130 000 emplois l'année passée et d'avoir 560 000 personnes qui travaillent pour eux. Donc c'est un peu, voilà, on a 2 millions de personnes, on a 7 qui sont morts, on est désolé. Ce qui est, enfin, toute proportion gardée, c'est peu. Enfin, je veux dire, c'est toujours trop, hein, soyons clairs. Ouais. Mais c'est vrai que c'est peu par rapport à la quantité de personnes qui sont employées dans l'entreprise. Quand on parle d'un pourcentage, c'est un petit peu différent. Et c'est de la manutention, voilà, c'est pas du travail d'employé. Ce sont des métiers entre guillemets à risque. Ça ne devrait pas l'être une fois de plus, mais ça l'est par essence. Donc voilà. Peut mieux faire quoi. En gros, peut mieux faire. Voilà, c'est ça qu'on va dire. On reste à la lettre A comme Amazon. C'est pour parler d'Amazon qui commence la livraison. Ça c'est pas mal dans le coffre de votre voiture. Voilà. Alors c'est pas encore en France ni en Belgique malheureusement, c'est juste dans quelques 37 villes dans les États-Unis. Ouais. Mais c'est de la même manière qu'ils avaient commencé il y a pas tellement longtemps la livraison chez toi. Si tu mettais une clé, je sais pas si c'était Oki ou une autre, donc tu avais une clé automatique et le gars d'Amazon peut rentrer chez toi pour te déposer ton colis, faire pipi et regarder un peu dans le frigo ce qu'il y a, hein, tu vois, il se promène un peu. Et là c'est pareil mais avec ta voiture. Donc ils ont signé un contrat avec General Motors, Chevrolet, Buick, Cadillac et compagnie. Volvo. Et non du tout. GMC. Ouais. Volvo n'en fait pas, à moins que Volvo fasse partie d'un. C'est ce que je vois dans le titre de l'article que tu m'as laissé. C'est vrai. Ah oui, Volvo. Mais après dans les détails ils l'ont complètement sacré. Ah voilà. Voilà. Et donc le principe est relativement simple pour les bagnoles après 2015, c'est qui ont une connexion. Eh bien, Amazon, si tu relis ton compte Amazon à ta voiture, eh bien Amazon pourra ouvrir ta voiture pour le mettre dans le coffre. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, mais bon voilà, c'est donc ta maison volante. C'est plus ou moins ça. Plutôt que de l'embarquer chez toi, tu as ta maison à côté du bureau. Alors, c'est pas totalement intelligent non plus, parce que malheureusement, tu dois avoir ta voiture qui est à 2 pâtés de maison autour de lieux habituels où elle est. Donc, tu peux pas la mettre n'importe où, tu peux pas être en route. Sinon, ce serait bien une livraison quand tu es sur l'autoroute. Une livraison volante. Avec des drones. Par exemple. Déjà les drones. Oui. Il faut un cabriolet dans ce cas-là.
Non, avec un truc qui ouvre le coffre à distance, quoi, sur l'autoroute, et qui vient déposer dans le... Voilà. Oui, ça va le faire, c'est sûr. Donc, la bagnole doit être à plus ou moins un endroit fixe, comme d'habitude, et il la dépose, et puis c'est tout. Mais c'est un début, c'est pas mal. Par contre, si ton coffre n'est pas assez grand pour mettre tous les colis, il n'y a pas de problème, ils vont baisser les sièges et ils vont laisser ça comme ça. Donc tu peux faire une télé de 47 pouces, ils vont ouvrir, ils vont te balancer tout. Ce qui est pratique aussi après pour te faire piquer ta bagnole. Oui, par exemple. Enfin, on sent quand même qu'il y a une volonté de trouver des solutions pour pouvoir livrer au plus vite. On veut que vous achetiez des trucs et nous on veut s'en débarrasser peut-être très très vite, et comme ça on est tranquille et on a nos sous et vous êtes contents. Donc mais c'est vrai que c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à livrer correctement au bon endroit dans les délais voulus. Honnêtement, c'est une des solutions les moins connes jusque-là que je trouve qu'ils aient faites. Parce que le drone, c'est sympa, mais c'est pas adapté. Voilà, c'est fun, mais c'est pas adapté. La maison, les gens sont quand même un peu réticents. Par contre, le coffre, t'as quand même énormément de gens qui se font livrer des colis Amazon au bureau, et la bagnole reste bêtement sur le parking. Donc ici, t'as la camionnette Amazon, il ouvre le coffre, il met le colis dedans et il se casse. Au final, c'est encore le truc le plus logique. D'autant qu'à mon avis, ils ont, surtout aux États-Unis, la même problématique qui est en train de s'installer chez nous, c'est que ça coûte aux entreprises de réceptionner les colis Amazon pour leurs employés. De plus en plus, il y a des entreprises qui mettent des gens attitrés pour s'occuper justement de dégrouper les commandes des gens qui arrivent tous les matins de chez Amazon, de chez Zalando, etc., etc. Et donc, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, donc des sous aux entreprises. Donc, à un moment donné, à mon avis, les entreprises vont mettre la holà et dire vous êtes bien gentil, mais quand vous commandez un truc quelque part, faites-vous livrer ailleurs qu'à votre boulot, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Sébastien. Oui, je m'occupe de ce machin. Oui, c'est tout à fait. Il y en a qui fait des castagnettes, c'est intéressant. D'un autre côté, je comprends que ça prend du temps, c'est clair, mais c'est un service que tu rends à tes employés aussi. Pendant ce temps-là, ils sont plus disponibles. Donc, je suis pas sûr que la bonne école, la bonne idée, ce soit de restreindre ce genre de service aux employés, parce que c'est pas un truc qui est non plus la demande une réceptionniste à full time. T'as un gars qui dépose les colis le matin, un gars éventuellement l'après-midi, et le reste du temps, elle peut accueillir les visiteurs. C'est surtout une question de place et voilà, mais de place. De logistique. De logistique. Et puis si tu prends des petites sociétés, des petites PME de 10, 20 personnes, ça va. Si tu prends une boîte avec 1 millier de personnes, c'est sûr que tu as besoin d'un peu de logistique, et là, ça devient plus chiant. C'est un petit peu plus compliqué, quoi. Marc a un avis là-dessus ou non, Marc, bye. On s'en fout. Non, pas du tout, mais j'étais en train de réfléchir, effectivement, pour les petites boîtes, ça pourrait même devenir un argument supplémentaire pour inciter les candidats à être embauchés, quoi. Voilà. Chez nous, vous pouvez recevoir vos colis. Et chez nous, vous pouvez recevoir vos colis. Magnifique. Parce qu'avec l'argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir recevoir acheter plein de trucs et recevoir des colis. On passe à la lettre, on est toujours à la lettre A comme Amazon. C'est un numéro Amazon. Oui, c'est un numéro Amazon. Chez Amazon, on commence à travailler sur le robot domestique. Il a un nom d'ailleurs, c'est Vesta. Voilà, Vesta. Vesta, la déesse de je sais plus quoi maintenant. Ça c'est Marc qui peut nous aider là-dessus. Vesta, la déesse du foyer et du feu, je crois. Ah bon, d'accord. Ça promet. Je vais vous confirmer ça. D'accord, merci. Voilà. C'est Monsieur Dico. Et il a presque bientôt la même coiffure. Oui. Et donc, que va faire Vesta? Alors, Vesta, en fait, ça, franchement, ça ils disent pas, ils savent pas encore. T'as pas des questions plus au moins où je pourrais répondre. De quelle couleur est Vesta? Sur les photos, il avait l'air jaune. Non, c'est pas Vesta, c'est le robot chien de Boston Robotics, Misty Robotics. Oui, non, c'est pas Boston. C'est la photo qu'on voit partout où, effectivement, Jim Bezos qui se promène avec le fameux robot dont on a le toutou, entre guillemets, robotique de chez... je pense que c'est Boston Robotics. Oui, c'est Boston Robotics. Oui, c'est ça. On avait d'ailleurs montré, en tout cas, on avait parlé ici d'une version de ce chien-chien, enfin de cette espèce d'être
être à quatre pattes, qui ouvrait la porte pour ses congénères, pour les laisser passer, etc. Assez impressionnant. Enfin, on digresse, mais... et donc, l'idée, c'est de quoi? C'est de faire un robot qui fait... On ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'il fait, mais on sait que ici, c'est un robot qui serait pour un usage domestique. Donc, probablement pour t'aider dans les tâches quotidiennes, et que ce soit pour nettoyer, pour faire à bouffer ou pour quoi que ce soit. Mais c'est un robot qui, ici, la volonté, c'est un robot qui bouge et pas juste comme la plupart des trucs qui sont arrivés aujourd'hui dans nos foyers. À l'heure actuelle, le truc intelligent, Alexa, Google Home, etc., ou certains qui sont amusés, certaines boîtes, à ajouter un petit élément qui bouge, un petit bras, un petit truc dessus, mais ça reste très limité dans l'interaction que ça peut avoir avec l'environnement. Ici, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'aide, effectivement, à domicile, de manière robotisée, et ils veulent aller, voilà, entre guillemets, là où, jusqu'à aujourd'hui, aucune boîte n'a osé aller à l'intérieur. Parce que c'est vrai que ça reste des robots qui sont très monotâches et très limités. Alors bon, je pense qu'on ne doit pas encore non plus espérer le truc exceptionnel, mais ce qui est intéressant, c'est que de chez Amazon, c'est le département R&D de chez Echo, le Lab 126, qui s'occupe spécifiquement de ce projet. Donc, c'est des gars qui ont quand même déjà lancé des devices qui ont bien fonctionné par le passé. Donc, faut attendre malheureusement l'année prochaine pour espérer l'avoir en commerce. Mais cette année-ci, apparemment, ce sera déjà utilisé chez les employés Amazon en test, donc on risque d'en entendre parler d'ici la fin de l'année. Tout le monde s'y met, hein. Tu nous as parlé la semaine passée, Sébastien, je crois que c'était Sony qui planchait sur un robot capable de cuisiner. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'ils considèrent que faire à bouffer, c'est sans doute le truc le plus complexe qu'il va faire. Moi, j'ai vu un robot cette semaine qui fait un truc aussi complexe que de faire à bouffer, c'est construire un meuble Ikea. Et donc il a les pièces, il agence les pièces lui-même, il construit une chaise Ikea, voilà. Donc c'est un petit peu fou quand même de se dire qu'on va acheter des meubles en kit pour les faire monter après par un robot à la maison. C'est à un moment donné, c'est un petit peu particulier comme situation, non? Et puis on va tous finir comme les gens dans Wall-E, obèses et sur des chaises qui flottent. Voilà, c'est un peu ça. Oui, écoute. Non. Pas tout de suite, non. Non, mais voilà, c'est une des images que ça renvoie aussi, toute cette robotisation. C'est surtout pour gagner du temps. Oui, tu vois. Et puis moi, faire autre chose. Faire autre chose, c'est dégager l'homme de tâches ingrates pour faire de loisirs. On prépare la société de loisirs. Oui, de la vraie. En fait. Oui, tout à fait. On en a fini avec la lettre A comme Amazon, on va passer à la lettre B comme Belgique. Voilà. Seb, les lots dans les jeux vidéo illégaux en Belgique, de quoi s'agit-il? Voilà. Pardon. Alors, tu vois, les jeux vidéo, c'est pas vraiment typiquement notre créneau, hein, mais la Belgique, oui. On peut vous parler de la Belgique. Ça, on peut faire. Et chez nous, on a des gens intéressants, tu vois, comme Koen Games, c'est le ministre de la Justice, et il s'est penché sur les jeux vidéo. Déjà, ça fait rigoler, je trouve que ça méritait une news. Et le mec, il s'est dit, alors là, quand dans un jeu, tu mets un bal et que tu vas gagner quelque chose, mais que tu sais pas ce que c'est de la loterie. Donc si effectivement c'est un cadeau qui est aléatoire, il dit, c'est de la loterie, c'est un jeu de hasard, alors là, il faut des autorisations. Et donc, c'est interdit. Ou il faut des autorisations pour des jeux, loterie, casino, machin, etc. Ce que tous les studios n'ont pas, évidemment, parce qu'ils mettent ça dans tous les jeux. Avec des normes de... Tout à fait, des vérifications, des machins. Et donc, voilà, ça, c'est hors de question. Donc, eux, ils partent du principe qu'il faut les enlever. Ça doit être interdit aux enfants. Et s'ils continuent à distribuer ces jeux avec... ces concours, entre guillemets, eh bien, c'est 800 000 € d'amende et de la prison. 5 ans. Quel type de jeux sont visés Mais tous, parce que tous y arrivent, ils disent on va pas tous les faire parce que c'est pas possible d'attaquer tous les studios. Ils disent on va essayer de se mettre autour de la table avec les studios. Donc ils essayent d'abord de se dire on va faire un peu de négociation avec eux parce que maintenant la loi elle est là et il faut la respecter. Mais les jeux c'est des FIFA 2018, Overwatch, Counter-Strike, trucs Star Wars. Donc c'est tous des grosses licences auxquels ils s'attaquent, et c'est parce qu'il y a quelques
j'allais dire pas quelques abus, mais quelques personnes qui malheureusement ont claqué beaucoup de pognon et s'en plaignent après en disant on m'a pas aidé et je suis addict. Donc on m'a pas assez prévenu, c'est ça. On m'a pas prévenu. Ouais. Oui, enfin ça c'est toujours, il y en a qui essayent quoi. Et puis après c'est tout le monde qui paye. Voilà. Ouais. Marc. De l'autre côté c'est pas mal que ce soit. Non, je pensais que Marc voulait. Non, Marc. Non, moi les jeux non. De toute façon le concept même de lootbox c'est un truc. Il faut bien que les boîtes de jeux vidéo essayent de trouver quelque chose pour gagner du fric. Ben oui. D'une manière ou d'une autre. Donc, il y en a qui ont essayé, ils continueront à essayer, ils trouveront bien autre chose. Ouais. Bon, voilà. En Belgique, on a des gens qui... Qui osent. Ah ouais, attends. Hein. Voilà. On est à la lettre B comme Belgique, on passe à la lettre B comme bruitage, c'est presque la même chose. Voilà. Marc, on va parler surtout au niveau politique, oui. C'est ça, ce n'est que du bruit. La BBC ouvre les archives de ses effets sonores, et ça c'est vraiment pas mal si vous faites, si vous êtes vidéaste par exemple, que vous faites des courts-métrages ou que vous avez envie de bruiter. Ou pas que, absolument, parce que c'est quand même une vraie mine d'or qu'ils viennent de mettre en place. C'est pas la première fois qu'ils ouvrent leurs archives au grand public, mais ici c'est quand même un truc assez sympa. C'est une bibliothèque d'effets sonores, plus de 16 000 pour être précis, téléchargeable gratuitement, en format WAV, non compressé. Et ce sont des effets sonores qui ont été collectés au fil du temps, dont la durée va de quelques secondes à plusieurs minutes, et qui couvrent absolument toutes les catégories possibles et imaginables. J'ai joué un petit peu dans le système et j'ai trouvé des trucs du style élévateur à palette qui avance par saccade. Donc si vous avez envie de faire un bruitage là-dessus, ou bien salle d'attente d'accouchement dans un hôpital. Voilà. Si vous voulez faire une ambiance de salle d'accouchement dans un hôpital, je n'ai pas été capable de voir en quoi c'était particulier par rapport à une salle d'attente normale, ou un hôpital normal, mais voilà, apparemment il y a des finesses pour. Donc chacun est libre d'utiliser ses enregistrements grosso modo comme il le veut, à condition que ce soit pour un usage personnel, éducatif ou académique. À partir du moment où vous voulez le faire dans un usage professionnel, vous avez besoin d'une autorisation de la BBC. Oui. Alors, toutes les contraintes qui sont liées à l'utilisation sont dans une licence extrêmement bien faite, extrêmement claire, dans un langage extrêmement ouvert et compréhensible par n'importe qui. Ils ont vraiment compilé ça sous la forme d'un truc que, tout un chacun peut comprendre simplement en lisant le truc en diagonale. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de piège, c'est vraiment bien clair. Et donc, vous pouvez, comme tu le disais, récupérer ces bruitages pour les utiliser au sein de vos projets de vidéo ou bien au sein de compositions musicales. Toujours bien de mettre des bruitages en arrière-plan, ou bien pour illustrer des trucs dans des podcasts, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc, il faudrait qu'on trouve un sujet où on peut réutiliser le truc de l'élévateur qui avance par saccade. Parce que j'aimais bien celui-là. Non, mais c'est bien parce que on a toujours besoin d'un petit son, d'un petit bruit, etc. Et moi, je me rappelle, historiquement, beaucoup ont bossé avec... c'est vrai que c'était une compilation de 5 CD. C'était Radio France, je pense, qui avait édité ça avec des prises de son qui avaient aussi été faites, mais à une époque bien plus ancienne, avec des qualités de son très variables. Ici, j'ai un peu écouté. Il n'y a pas de souffle. Enfin, c'est bien fait. Les prises de son sont vraiment quali, quoi. Donc, c'est la BBC, quoi, aussi. Oui, mais enfin, Radio France, ils ne sont pas manchots non plus, soyons clairs, mais enfin, une époque n'est pas l'autre, c'est ça que je voulais dire, et que donc la technologie a quand même évolué aussi, et c'est bien, une fois qu'on a collecté ça, parce qu'il n'y a vraiment que le service public, soyons clairs, qui a le temps de stocker les bruitages qu'ils ont fait, et de les mettre, de les stocker quelque part, de les garder sous le coude, tant mieux, je serais tenté de dire, parce que, un bon bruitage, ça peut coûter des sous, simplement, l'élévateur, en l'occurrence, si tu as besoin de ce bruit-là, va trouver l'élévateur, et puis après, il faut encore se déplacer pour aller l'enregistrer, etc. Là, tu l'as, ton élévateur. Ouais, et par saccade. Et surtout par saccade. Maintenant, après, il faut voir le rythme des saccades. Ça correspond tout le monde ne va peut-être pas être d'accord sur le principe, mais voilà. C'est gratuit. Tu slices, tu découpes, tu espaces, tu retravailles. Voilà, c'est vrai, il y a moyen. C'est lui. Le bruitage, non. Non, voilà. J'aime bien le bruit du silence. Ça, on peut en faire, mais oui, pourquoi pas. On pourrait faire un podcast sur le silence.
On passe numéro spécial. Numéro spécial. Un hors-série où on ne dit rien. Par C'est exemple. très conceptuel, ça. Ouais, il faut encore se mettre d'accord sur la durée, hein, parce qu'avec deux bavards comme vous. La lettre E comme espace. Marc, on parle de l'exploration de Mars, qui passera peut-être par les essaims de drones. Oui, ça c'est une bonne idée, effectivement. Aujourd'hui, le summum en matière d'exploration de Mars, notamment, mais l'exploration spatiale sur site propre, donc c'est-à-dire sur planétoïde, c'est les rovers, le concept comme on a donné sur Curiosity, etc. Mais au fil du temps, quand même, le concept, aussi efficace soit-il, bon, il faut quand même reconnaître que ça nous a apporté une foule d'informations sur la planète rouge, il a montré ses limites. Et les limites, en fait, elles sont quantifiables facilement. Le bidule, en 5 ans, il a parcouru un peu moins de 20 km. Oui. C'est pas énorme à l'échelle de la planète entière. Oui, mais il a fait des trous. Oui, d'accord, il a fait des trous, mais il n'a pas rebouché après lui. Et donc, il y a une initiative de la NASA qui a visé à dégager des projets innovants pour favoriser l'exploration des planètes de notre système solaire, et de Mars en particulier, vu que c'est là-dessus que se met le focus pour l'instant. Et parmi plus de 200 propositions, ils ont dégagé notamment le projet SmartBees. Alors SmartBees, c'est un projet qui est en fait à la base constitué d'insectes robotisés. Ce sont des insectes robotisés qui ont été inventés par un docteur, on ne sait pas en quoi d'ailleurs, de l'université de l'Alabama, et aidé par des scientifiques américains et japonais. Oui, désolé, je n'ai pas... Un dermatologue. Mais on ne sait pas si c'est un médecin, si c'est un docteur en physique, en chimie, voilà, on ne sait pas. On n'a pas très de... Voilà, on ne sait pas très On l'appelle docteur et c'est bien. On l'appelle docteur, voilà. Et donc, les SmartBees en question, qui sont plus précisément dans ce cas-ci des MarsBees. Oui. Ah, drôle. Voilà, exactement. Mais grosso modo, ce sont des petits robots, ce sont des drones, qui ont la taille d'un gros bourdon, donc un bidule de cette taille-là, vous voyez, à taille humaine, avec des très grandes ailes. Attention, petit humain. Hein. Attention, c'est un petit humain. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui n'ont pas la vidéo. Marc a marqué une distance entre son pouce et son index quand il a dit à taille humaine. C'est un petit humain. Et qui est de 3 cm à peu près. C'est déjà un gros bourdon. Hein. C'est un bourdon de compétition. C'est un bourdon de compétition. J'ai dit un gros bourdon. C'est un gros bourdon. Donc 3 cm. Je ne sais pas pourquoi il a rajouté à taille humaine derrière, mais ça, c'est un détail passant. Pour montrer quelle taille ça fait à côté de ma tête. Ah oui, c'est ça. Voilà. Merci. Ils sont impossibles. La taille d'un nez, quoi. Voilà, la taille d'un nez. Pas celui de n'importe qui. Celui de Charles Michel, par exemple, ça ferait un très gros bourdon. Là. B comme Belgique, pardon. Voilà, absolument. Et donc, en plus de ce petit corps de bourdon, les robots sont également dotés d'ailes très grandes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'atmosphère martienne est infiniment moins dense que l'atmosphère terrestre, environ 100 fois moins. Alors, ces petits robots seraient agrégés en essaim et contrôlés par une base mobile, donc grosso modo de nouveau un rover, mais plus rapide, plus performant. Et ce rover permettrait non seulement de synchroniser les déplacements des drones, mais également de récupérer en temps réel toutes les analyses qu'ils font, de servir de station de recharge. Donc une fois que les drones seraient à court d'énergie, ils viendraient à la base et se recharger et ils seraient repartis en route. Et cet ensemble serait en fait totalement autonome. Alors il faut quand même se dire que le projet, pour autant farfelu qu'il soit, a quand même gagné 1 an de financement de la part de la NASA, ce qui est quand même pas mal. Il y avait plus de 200 projets qui avaient été retenus. Et il ne faut pas oublier non plus que entre les annonces de Elon Musk qui considère que Mars, la colonisation de Mars est la clé de la survie de l'espèce humaine à court terme, et tous les projets qui sont en train d'être mis en place, que ce soit des projets publics comme au niveau de la NASA ou des projets privés pour exploiter l'espace au bénéfice de l'humanité. Et voilà, ce projet, je le trouvais sympa et
je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner. C'est déjà bizarre qu'on ne l'ait pas réalisé, parce qu'il pourrait très bien être réalisé sur Terre, ce projet. C'est une technologie maîtrisée, la technologie des drones, etc. Donc on pourrait très bien imaginer d'avoir... j'ai cette image maintenant des Jeux Olympiques dernièrement, où il y avait... là, c'était pour des raisons artistiques, on va dire. C'est des dessins de drones qui faisaient des dessins dans le ciel, etc. Donc on pourrait très bien imaginer d'avoir déjà ça chez nous, d'avoir des dessins de drones pour analyser, je sais pas, l'environnement, des forêts, de vastes espaces, non ? Mais qui dit qu'on ne l'a pas déjà ? Qui le dit ? Qui dit qu'on ne l'a pas déjà ? Xavier a dit la semaine passée qu'on avait des petits dessins qui allaient se promener pour butiner les petites fleurs. Qui est Xavier ? Xavier, c'était les deux jaunes qu'on avait la semaine passée. C'est juste, oui, c'était Xavier la semaine passée. J'ai dit, mais qui est Xavier ? Oui, c'est vrai, on en a parlé la semaine passée de... T'étais pas là ? Si. J'ai oublié. Les petits essaims. Voilà, petits essaims de taille humaine. Ça aurait dû me marquer. Donc voilà, c'est tout, le sujet est terminé. Ok, je ne sais pas pourquoi on est dissipé aujourd'hui. Et n'empêche, tu vois, si les mecs, ils ont, de la semaine passée, ils ont compris le truc, ils peuvent revendre la technologie aux gars de la NASA et faire coup double. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Il y a peut-être moyen de faire un truc jumelé. Possible. On passe à la lettre F comme Facebook, Marc, pour parler de Facebook qui prépare un Messenger pour les lycéens, tiens. Oui, pas tellement compris l'utilité du truc, vu que Messenger est déjà de manière intensive utilisé par les lycéens, les étudiants et les élèves du monde entier. Donc le truc en question qu'ils veulent développer s'appelle High School Network. C'est un ensemble de réseaux dédiés qui demanderait, lorsque l'on veut s'inscrire, de prouver son appartenance à une entité scolaire, à un collège, à une université, etc. De manière très stupide déjà, c'est qu'il faut prendre un selfie avec le badge de son école. Alors déjà, quand je pense à ça, je me demande comment mon fils pourrait faire partie de ce genre de truc, vu qu'il n'y a même pas de badge dans son école, peut-être une école sous-développée aux yeux des Américains ou de Facebook. Bon, toujours est-il que le projet est un projet de diversification comme Facebook a l'art d'en faire, comme toutes ces grosses boîtes. Ils avaient déjà fait quelque chose avec Messenger for Kids, qui était une version stripped-down de Messenger où les parents avaient droit de regard sur les conversations de leur boss. Ici, voilà, c'est quelque chose qui serait dédié uniquement aux populations estudiantines. De nouveau, je ne vois pas trop l'intérêt en tant que tel, vu que tous les étudiants que je connais en secondaire utilisent déjà l'outil de manière intensive, en groupe, en sous-groupe, etc., pour discuter ou travailler entre eux. Donc, à partir du moment où le truc est prévu pour faire un peu grosso modo double emploi avec ce qui existe déjà, je me demande si c'est pas simplement un truc, le genre de truc, c'est tu lances contre le mur, tu vois si ça colle, et si ça colle pas, tu rejettes, tu changes un peu la composition de la colle et tu relances de nouveau une fois. C'est un peu bizarre, ouais. Enfin, je vois pas fort le... Je vois pas trop l'intérêt non plus, mais le truc a été annoncé quand même avec relativement de visibilité. Il y a des captures d'écran qui ont été publiées. The Next Web, qui est un organe quand même assez connu, s'est fendu d'un long article pour expliquer le pourquoi du comment. Ouais, voilà. bof, on va dire bof. Est-ce qu'on dit bof aussi par rapport de manière générale à Facebook et tout ce qui s'est passé dernièrement? Comment ça se passe? Comment va Facebook? On s'inquiète un peu de Facebook. Bien, en fait. Voilà. Merci, Seb. Voilà. Parce qu'on est qu'au F, on est déjà à quoi, la fin du truc. Non, mais c'était juste pour dire qu'effectivement, c'est étonnant. Donc, ça fait 2-3 semaines que Facebook s'en prend tous les jours dans les dents. Ouais. Et plus que ça, même. C'est fameux, oui. Et on est attends, je compte, on est à 7 excuses. 7, ouais. Eh ben, 1, 2, 3, oui, autant de trucs sur mon graphique, il fait du pognon. Voilà. Il continue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, le trimestre précédent, il s'était éclaté. Donc, ils avaient descendu à 184 millions d'actifs US et Canada, par rapport à 185 le trimestre précédent, alors que d'habitude, il était toujours en progression. Eh ben, il remonte. D'accord. Donc les gens reviennent, quoi.
Les gens reviennent parce qu'ils aiment bien se faire exploiter par la publicité. Donc, ils ont vu beaucoup de pubs. On a parlé de Facebook. Ils disent, oh bah tiens, j'irais bien voir un peu le fil de Facebook, bon sang. et voilà. Donc, ils sont en train de refaire une bonne croissance, quand même. Donc, tout le monde, il est content. Tout le monde, il fait de la publicité. Pour aller se faire reconnaître la face, peut-être, ils ont déployé leur argument de reconnaissance faciale un peu partout. Ils ont demandé l'autorisation gentiment, en insistant lourdement, c'est pour votre bien, c'est pour qu'on puisse vous taguer gentiment, pour qu'on sache avec qui vous êtes amis, machin, faites-le. Et à la fin, on dit non. Je sais pas si tu l'as vu, si tu l'as eu chez toi déjà, cette question. Oui, moi je l'ai eu. Oui, et parce qu'on en a parlé, je pense, la semaine passée, et le soir même, quand je me couchais, je l'avais sur mon téléphone. Voilà. Et j'ai voulu la désactiver, moi, cette option de reconnaissance automatique. Et honnêtement... sur le téléphone, ça doit être plus compliqué que sur le... Moi, j'étais sur desktop, et là, il y a eu de multiples questions avant d'avoir le droit de dire non. Ah oui, c'est ça. Là, c'était pareil sur téléphone, et je t'assure qu'il faut vraiment réussir à trouver le bon bouton pour le désactiver. Ouais. Alors que... Et en plus, c'était des boutons blancs avec juste un petit bord, alors que tous les autres étaient vraiment des gros boutons bleus. Oui, j'accepte. Non. Et donc, franchement, je trouvais ça assez pervers. Aller plus loin encore, tu vois, ce bête jeu idiot quand tu approchais le curseur de la souris sur le hockey qui se barrait. On était à la limite de ça, quoi. C'était presque ça. Alors qu'on était en train de t'activer une option que tu n'avais pas avant, tu vois. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'était un peu traître. On sent qu'on arrive tout doucement, enfin que dans moins d'un mois maintenant, GDPR sera actif, d'application en Europe. Je voyais là tantôt une bonne blague. Quelqu'un qui, sur Facebook, justement, dit « Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est spécialiste en GDPR ?» Et qui vient, oui, moi, je connais quelqu'un. Est-ce que je peux avoir son adresse mail ? Ah bah non, je peux pas vous la donner. Je la trouvais pas mal. Enfin, on passe à la suite. F comme Flickr. Ah oui, tiens, Flickr, ça existe toujours, Marc, apparemment. Ah, ça existe toujours, mais bon, Flickr, c'est quand même un truc qui date... ça fait longtemps, ça fait au moins 10 ans, même plus, 15 ans que ça existe, ce truc. En fait, exactement, Flickr est né le 10 février 2004. D'accord. J'allais chercher. Tu poses des questions, j'allais chercher, je me dis, il sait pas, on va regarder. Non, mais il sait. Si, c'est semblant, mais il sait. Il est né le c'est 10... le suspense. Voilà, il est né le 10 février 2004. C'était une société canadienne qui s'appelait Ludicorp à l'époque. Et il était né, en fait, sous forme d'un sous-projet fourre-tout qui devait faire partie d'un kit d'outils pour un jeu multijoueur. Le jeu n'a pas abouti, mais Flickr est resté vivant. Alors, il faut savoir, donc Flickr, c'est un site de partage de photos à la base. Il faut savoir qu'au début, donc en 2004, le poids maximum d'une photo autorisée chez Flickr, c'était 1 méga. C'était pas grand-chose, donc franchement, il n'y avait pas à mettre grand-chose. En gros, c'est 4 pixels qui se battent en duel. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, quelques semaines après leur lancement, ils ont eu énormément de plaintes et le truc a failli mourir parce que personne voulait mettre des photos autrement que compressées dessus. Et donc en 2008, ils sont quand même passés à 10 mégas et à 200 mégas en 2013. 200 mégas la photo 200 mégas la photo, oui, parce que tu peux avoir des photos en RAW pris avec des appareils de très très haut niveau, style un 5D Mark V ou Mark IV, je ne sais plus à quelle version ils font. Un truc en RAW, ça peut facilement faire 40, 60, 70, 100 mégas pour une photo. Oui. D'accord, mais quel intérêt de la taper en ligne ? Parce que Flickr était utilisé, en tout cas par une certaine population, pour stocker ses photos. Oui. Une espèce de cloud avant l'heure. Voilà, exactement. Alors, en 2005, ça a été le premier rachat, parce que Flickr a été balancé de boîte en boîte, en fait. Le 20 mai 2005, ils ont été rachetés par Yahoo. À l'époque, le montant avait été évalué entre 20 et 25 millions de dollars. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame, surtout parce que, alors que la société était canadienne, elle est passée sous loi américaine avec tout ce que ça impliquait au niveau perte de visibilité, surtout perte de contrôle pour les utilisateurs. C'était Yahoo qui était derrière, et Yahoo, on sait qu'à une époque, ils n'étaient pas très, très regardants sur l'utilisation des données. Alors, à une époque, Flickr a voulu concurrencer YouTube, un peu avant la lettre, donc ils se sont ouverts aux vidéos, considérant qu'après tout, une vidéo, c'est jamais qu'une succession d'images. Tout à fait, c'était la philosophie. Hein. Oui. Mais la durée en question ne pouvait pas dépasser 90 secondes. D'accord, ok. Donc il fallait très 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 condenser. Ouais. Mais bon, ça ne les a pas empêchés d'atteindre quand même au total 6 milliards de photos. Et alors ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que Flickr restait un site qui était extrêmement utilisé par les gens qui avaient besoin d'images sous licence libre. Ouais. Parce que
Aujourd'hui encore, Flickr héberge quasi 300 millions d'images sous Creative Commons. Oui, parce que voire même sous Creative Commons 0. C'est la licence par défaut. Hein. Quand on ouvre un compte et qu'on dépose ces photos-là, sans te poser de questions, on dit, ben voilà, tu abandonnes tes droits, quoi. Non, t'abandonnes pas tes droits. C'est du Creative Commons. Donc, autrement dit, la réutilisation est possible suivant certains trucs, mais elle est gratuite. Par contre, en 2015, ils ont introduit en plus, par défaut, la Creative Commons 0, qui, elle, vraiment stipule que le titulaire des droits d'auteur renonce totalement au maximum, dans la limite des lois applicables, bien sûr, à toute propriété et à toute titularité du contenu qu'il met à disposition. Mais il n'est pas obligé, on peut mettre... Il n'est pas obligé, mais par défaut, c'était la Creative Commons 0. Alors récemment, ce qu'ils avaient aussi fait, comme d'autres plateformes similaires, ils avaient introduit les recherches d'images identiques ou similaires avec les réseaux de neurones. Ils avaient aussi introduit, je me rappelle, en 2014, je crois, leur fameuse offre à 1 Tera de stockage gratuit. Ça avait fait pas mal parler, même si en pratique, personne n'avait jamais atteint 1 Tera de stockage. Si, il y avait des comics qui s'étaient amusés, je me rappelle, à utiliser ce stockage pour aller mettre des fichiers, des images. Vous savez, ce fameux principe du fingerprinting où on avait des images tout à fait anodine en apparence, mais où il y avait un contenu caché derrière, encrypté dans le fichier. Et ça servait en fait de repository pirate. Pour aller stocker des épisodes de séries, des machins, etc. Donc les gens étaient déjà assez imaginatifs. Et donc maintenant, récemment, le 20 avril, Flickr a été racheté par SmugMug, qui est une boîte... Personnellement, je ne connais pas très bien. C'est la 2-3e fois dans ma vie que j'en entends parler. Donc, j'ai appris que c'est une plateforme qui est similaire à Flickr, à ceci près qu'elle est payante. Le montant de la transaction n'est pas encore connu. Et grosso modo, les conséquences immédiates pour toutes les personnes qui utilisent Flickr, c'est qu'ils ont jusqu'au 25 mai, quel hasard, pour réagir rapidement et accepter les conditions générales de SmugMug, qui apparemment ne sont pas des plus transparentes, ou carrément dire j'arrête d'utiliser Flickr, j'efface toutes mes données et je vais voir ailleurs. Moi, je trouve, ce que je trouvais pas mal avec Flickr, c'est les données associées aux images, parce que il y avait une interprétation ce qu'on appelle l'exif. Quand on publie une photo, il te dit quel objectif est utilisé, quel appareil photo est utilisé, avec quelle focale, machin, etc. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt didactique en fait quand on regarde des photos, si on s'intéresse un peu à la photographie, de voir comment les gens font pour obtenir telle qualité de photo, etc. Je trouvais ça plutôt rigolo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que stocker des photos de cette manière-là, c'est un peu dépassé, quoi. Enfin, c'est un peu old school, j'ai envie de dire. C'est un peu old school. Maintenant, SmugMug, apparemment, si j'ai bien compris, est un site qui est très fort axé sur les photographes semi-professionnels, voire professionnels. Et donc, l'intégration a du sens. Maintenant, n'ayant jamais joué avec le site en question, je ne vais pas m'avancer sur ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Mais alors, ce qu'il y a de bien avec Flickr, je trouve, en tout cas, c'est un avis tout à fait personnel, c'est qu'ils ne se sont jamais fait cannibaliser, entre guillemets, par des gens qui viendraient poster, à part quelques exemples que tu as donnés là tantôt, mais tu vois des photos de chats ou des blagues ou ce qu'on voit maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, des images mais dans lesquelles on a écrit du texte, des mèmes, quoi. Oui, c'est ça, des trucs comme ça. Il y a un gag pour ça. Voilà, mais oui, mais ça aurait pu déraper, quoi. C'est ce qui n'est pas le cas avec Flickr, qui restait très axé photographe amateur, semi-amateur ou professionnel même des fois. Donc voilà, je ne sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter sur ce sujet. Non, comme le bruitage. Voilà. Pareil. Alors donc ça veut dire qu'on peut passer à la lettre G comme Google, Sébastien, et te repasser la parole du coup pour parler de Gmail, d'un nouveau Gmail, le nouveau Gmail qui est arrivé, pas chez moi. Mais si, est arrivé chez tout le monde. Ah bon, il faut cliquer. Il faut aller l'activer dans les options. J'ai plus de trackpad, je peux plus cliquer. C'est simple, on peut le faire ensemble. Tu ouvres Gmail, tu as le petit icône en forme avec la roue dentée en haut à droite. Alors, 2 secondes. Avec les petites options. Donc vous cherchez, vous ouvrez tous votre Gmail. Tout le monde ouvre son Gmail. Allez, voilà, la petite roue dentée, tu appuies dessus et alors il te propose essayer la nouvelle version. Ah oui, c'est la première ligne juste avant. Et si ça vous plaît
Et si ça vous plaît pas, ça rechange à retourner vers l'ancien Gmail. Donc j'ai cliqué dessus. Et alors après, il recharge et te dit félicitations. Chargement de Gmail, bienvenue. C'est génial, hein. Et ben votre message préféré. Si tu veux, je t'explique ce que ça fait. Suivant. J'ai fait suivant. Sélectionner un affichage par défaut. Voilà. Et ça, c'est la nouveauté. Oui. C'est l'affichage. Oui. Par défaut, normal ou compact. Alors oui, le compact est plus ou moins comme l'ancien. Le par défaut, en fait, c'est tu as les boutons qui sont directement dans la ligne du sujet. Donc sur la droite, tu peux supprimer, forwarder, etc. directement, sans ouvrir le message directement. Et en plus, tu as une deuxième ligne avec tous les pièces jointes. Sans devoir, tu peux aller chercher la pièce jointe sans ouvrir le sujet. Donc sans ouvrir le mail. Ça, c'est des petits trucs raccourcis. Ils ont d'autres trucs qu'ils ont récupérés des applications mobiles comme les Quick Reply qui coulolent directement. Ouais. Pas hyper utile, mais admettons. On a gardé les onglets réseaux sociaux, promotion, notifications, forum, ça c'est bien. Ouais, le design est un petit peu plus léger, plus minimaliste. Ouais. Ils ont mis un gros bandeau rouge. Attention, ce message est dangereux quand c'est un scam, machin. Avant, c'était un petit warning. Maintenant, le warning, il fait le tiers de l'écran, donc tu peux plus le louper. Okay. Ça, c'est clair, absolu. Ils ont rajouté pas mal d'options business aussi qui sont assez sympas, comme le fait d'avoir, des mails qui reviennent en haut. C'est-à-dire des mails que tu as reçus dans ton inbox et que t'as pas encore répondu. Eh bien, ils reviennent en haut en disant, mais dis, tu l'as reçu il y a 3 jours, t'as pas encore répondu. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Et donc pour te forcer un peu vers la tendance zéro inbox et pour éviter que tu aies oublié quelque chose. Et alors il y a encore d'autres trucs assez sympas. Maintenant tu peux avoir un panel à droite où tu peux en même temps aller utiliser le calendrier, Google Calendar, Task ou machin ou d'autres, sans quitter ton Gmail. Et alors le petit truc, le dernier petit truc, c'est le mode confidentiel. Donc tu peux envoyer, mais ça c'est sur la version pro, je suis pas sûr que ce soit dispo sur la version classique. Quand tu envoies un mail, tu as une petite icône en dessous, genre cadenas ou un truc comme ça, c'est ça un cadenas. Et tu envoies ton mail et tu dis attention, il peut le lire ce mail pendant 1 semaine, et puis le mail se supprime. Il n'a pas le droit de le forwarder, il n'a pas le droit de le printer, et puis tu peux même demander à ce que pour ouvrir le mail, à chaque fois, il soit obligé de recevoir un mot de passe pour te prévenir qu'il ouvre le mail. Je n'ai pas le cadenas. Le petit cadenas. Non, ouais. Non, c'est vraiment ça, je pense que c'est la version pro. Voilà. Mais voilà, ça c'est tous les petits trucs. Voilà, j'en ai peut-être certainement oublié, mais c'est probablement une des plus grosses mises à jour visuelles de Gmail depuis des années. Alors c'est efficace parce que je viens de changer mon Gmail en Gmail moderne, on va dire ça comme ça, et je tombe sur un message sur lequel j'étais passé à côté de Battant, un de nos auditeurs, qui nous avait envoyé un message. Donc je fais il y a 3 jours. Je fais un courrier des auditeurs ici, là maintenant. Non, ça date du mois d'avril, du début du mois d'avril. Je vais quand même rater ça. Donc on va peut-être moins rater de courrier des auditeurs, du coup, ce qui serait une bonne chose. Voilà. Donc voilà, c'était d'ailleurs en plus, il parlait du chiffrement des mails dans son mail. Donc voilà, on en reparlera certainement. Merci Battant, entre guillemets, de nous envoyer des messages et des idées de hors-série. Oui, ça va. Voilà. Pour info, pour les amoureux du Black, le thème Black existe toujours sur le Gmail, le thème foncé. On n'est pas obligé, parce qu'on passe au nouveau Gmail, de revenir à un truc blanc qui pique aux yeux. Alors donc, pour revenir à l'ancienne version, si vous avez vraiment envie de revenir à l'ancienne version, c'est la petite roue dentée, revenir à la version classique de Gmail. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt... Voilà. C'est aéré, c'est pas dégueu. Avec plaisir. On va tester. Avec plaisir, comme s'il l'avait fait lui-même. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon allez, on peut passer à la lettre I. I comme IA. Comme intelligence artificielle, Marc. On parle d'une intelligence artificielle qui se présente aux élections au Japon. Votez pour moi, dit-elle. Je ne sais pas si elle a dit voter pour moi. En tout cas, si elle l'a dit forcément en japonais. Oui, c'est ça. Ça serait logique. Donc, je ne sais pas comment on le dit. Non. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas elle-même qui s'est présentée. Il ne faut quand même pas pousser le vide jusque-là. Et cassons le suspense directement, elle n'a pas été élue. Ah. Et pourtant, le programme était sympathique. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des candidats à la mairie d'un petit patelin japonais qui s'appelle Tama City.
connais pas du tout, qui s'est dit ça fait 2 fois que je me présente, ça fait 2 fois que je me fais rétamer, donc ici je vais venir avec un truc un peu plus décalé. Et il a proposé en fait de s'adjoindre les services d'une intelligence artificielle dont le but était de remplacer les fonctionnaires publics, partant du principe que avec les données que ces intelligences artificielles peuvent recueillir et avec les puissances de calcul des machines aujourd'hui et avec le perfectionnement des algorithmes et des réseaux neuraux et du deep learning et du machine learning, ces intelligences artificielles seraient à même de créer des politiques justes et équilibrées qui profiteront à tous. C'était quoi ce bruit? C'est mon téléphone qui vibre. C'est Seb qui vibre. Il est fort, this gen is the internet. Gros, voilà. Et donc, le brave monsieur a perdu une fois de plus. Pourtant, il était quand même parti du principe que voilà, une intelligence artificielle bien équipée peut prendre de meilleures décisions que n'importe quel être humain, et surtout qu'elle est beaucoup moins sensible à la corruption. Donc déjà, quand moi j'ai lu ça, je me suis dit qu'on devrait institutionnaliser les intelligences artificielles en Belgique au niveau politique. Ça permettrait déjà de se faire... Et ça, c'est le glacier. Une petite glace à la fraise. Oui, j'entends le glacier au loin. Oui, il est chez moi, il vient tous les jours, c'est pas grave. Oui, et donc... d'ailleurs, malgré que ça, la c'est personne... le popcorn. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est l'imprimante en dessous. En fait, malgré le fait que le brave monsieur a perdu, il y a pas mal de ses administrés qui pensaient qu'avoir un robot pour maire ou une intelligence artificielle pour maire serait, encore une fois, une meilleure alternative à l'incompétence et à la corruption des êtres humains. Donc, affaire à suivre, peut-être que notre prochain Premier ministre sera une intelligence artificielle, un jour. Bon, peut-être, voilà. Un jour. On avait dit qu'on parlait pas politique. Mais bon. J'ai pas dit que c'est de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est artificiel, quoi. Ouais. Ça, on a déjà ça. On a déjà de l'intelligence totalement artificielle, seulement elle n'est pas très efficace. Bon, ben voilà, c'est vrai que quand on en parle d'intelligence artificielle, c'est souvent, enfin, il y a plein de domaines d'application du principe, mais c'est aussi pour les voitures sans conducteur, par exemple, et on revient régulièrement avec ce constat, ben, finalement, la voiture sans chauffeur fera peut-être moins de victimes que la voiture avec un type fait de chair et de sang qui tient bien le volant, etc. Et donc, que l'intelligence artificielle va devoir faire à un moment donné des choix entre percuter un enfant ou percuter un chien ou un chat ou un vieillard. Voilà. C'est l'intelligence artificielle qui fera les lois. Voilà. Donc, du coup... tu vois ils vont pas... s'en foutent. Ce sera la faute du vieillard qui n'a pas traversé. Oui, mais à ce moment-là, il va y avoir de la corruption intra-intelligence artificielle parce qu'ils vont jamais s'envoyer en tôle l'un l'autre. Non, mais ils vont se prêter quelques mégabytes de mémoire. Oui, c'est ça, voilà. On extrapole, hein, mais à mon avis, on sera pas loin de ça. Rajouter à ça des drones, machin, etc. Et ça me rappelle un vieux film. Ça me rappelle un vieux film qui s'appelait... Terminator. Non. Ah oui, voilà, je l'ai. The Forbidden Project, c'est un vieux film, Le cerveau d'acier en français. Oui. Un vieux film des années 65-70 qui racontait... Oui, de ta jeunesse. Totalement, oui. Oui. Totalement, oui. Et qui racontait l'histoire de 2 intelligences artificielles, une du côté américain, une du côté russe, on était encore très schématique, qui discutaient ensemble et qui finissaient par asservir le monde. Voilà. On n'en est pas loin. C'est Cortex et Minus. Oui, c'est Cortex, oui. Allez, on passe à la lettre I. On est déjà à la lettre I, mais on continue avec la lettre I, cette fois comme Instagram. C'est pour parler d'Instagram qui lance le Data Download. De quoi s'agit-il je rassure quand même les auditeurs. On est la lettre I, mais après, on va un peu plus vite parce que sinon, on a un podcast de 4 jours. Là. dès qu'on aura fini avec la lettre I, vous allez voir, ça va aller très vite. Ça va aller. Très, très vite. Et alors c'est la grande nouveauté d'Instagram, et ça c'est le genre de truc que j'adore, comme à chaque nouvelle législation européenne. Nous on a notre Proximus qui nous annonce c'est génial, on supprime le roaming, tu vois, avec le truc c'est la révolution. Oh, c'est un peu la loi les gars. Et ben ici c'est un peu la même chose. Instagram nous annonce waouh c'est génial, t'as vu, c'est la révolution, je vous ai fait un bouton pour télécharger vos photos. C'est quand même pas génial ça. Est-ce qu'ils ont vu Flickr?
Non, mais c'est magnifique parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a chez Facebook, en fait. Cette possibilité et chez Twitter aussi, je pense, de récupérer ces données, enfin, les récupérer. Ça me fait bien rire. Enfin, on en reçoit une copie, quoi. Voilà. Et donc, ils ont fait la même chose. Et là, en fait, oui, forcément, ce ne sont que des photos avec de temps en temps une petite légende quand vous étiez inspiré. Ça se limite à ça. Merci Instagram. Avant, tu pouvait pas. Avant, c'était pas possible. Donc, voilà. Voilà. Et donc, ils avaient jusqu'au 25 mai pour le faire. Maintenant, c'est fait. C'est parfait. Est-ce que tout ça veut dire qu'à partir du 25 mai, il va falloir mettre en place une routine sur le site lestechno.be pour que les gens puissent télécharger les commentaires qu'ils ont publiés par ailleurs plus tôt ou pas ? Non, parce que c'est pas à vocation de petite entreprise, c'est à vocation de services sociaux et grosses boîtes pour pouvoir extraire tes données et les réimporter dans un autre service. Donc maintenant, effectivement, tu pourrais demain proposer un service New Instagram, pour ceux qui regardent Silicon Valley, le New Instagram chinois pour qui supporterait le format exporté par Instagram pour récupérer toutes les données. D'accord. Et donc, plutôt que de devoir forcer les gens à copier tout, pim, en un coup, tu pourrais tout reposter de l'autre côté, ni vu ni connu. Donc c'est un peu comme le portage bancaire, comme le portage de numéro de téléphone chez nous. Je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs dans le reste de l'Europe aussi facilement. Donc nous, on peut simplement aller chez un opérateur. Je suppose que ça se passe en France, commenter, expliquer, machin. Le bancaire, c'est pas encore fait, mais ce sera bientôt chez nous aussi. Donc tu peux aller chez un opérateur et le lendemain, tu dis je vais chez un autre et tu gardes ton numéro. Comme ça permet de... Mais c'est un peu le même genre de principe. Ils veulent un truc... sur un format interchangeable, donc du XML ou assimilé pour pouvoir passer à un autre service qui propose la même chose. D'accord, oui. Ça n'aurait aucun sens d'aller importer les commentaires que vous avez publiés chez nous, chez un concurrent par exemple. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. On est trop petits pour ça. Tu as lâché le mot Silicon Valley, tu commences à regarder la nouvelle saison ou pas ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est la 5e, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. C'est bien ? C'est sympa. Pas nous spoiler, hein. Non, mais j'ai juste le New Internet. Parce que malgré l'absence d'un des acteurs principaux, ça reste sympa. Ça reste sympa. Ah, cool. Surtout en commentaire, ne spoilez pas, s'il vous plaît. On passe à la lettre... Regardez comment on fait un bon ping. S comme Switch. C'est presque à la fin, du coup. Marc, on parle des premiers kits pirates qui arrivent pour la Nintendo Switch. Oui, parce que si vous vous rappelez bien, la Nintendo Switch, qui est belle et magnifique et jolie et tout, elle a quand même un gros problème qui pue des pieds à la base, à savoir qu'elle a un bug non patchable au niveau de la technologie de base embarquée, c'est-à-dire la puce X1, la puce Tegra de Nvidia qui l'a fait tourner. Et c'est un truc qui, comme je l'ai dit, elle n'est pas patchable du tout. Il faudra que les nouvelles puces qui sortent dans les prochaines versions soient corrigées. Donc c'est un peu leur spectre à eux, en fait. Oui, c'est ça. Et ça laisse quand même à peu près 14 millions de consoles totalement ouvertes qui peuvent être piratées facilement. D'autant plus que, à la base, il y a une team de hackers qui est la team Fail Overflow, qui est assez connue quand même par le monde du gaming, qui a annoncé récemment la publication de toutes les spécifications de l'exploit qui permet d'accéder au piratage proprement dit. Mais elle a également mis en vente 2 petits accessoires qui permettent, et c'est ça qui est intéressant, de modifier la console, premièrement, quelle que soit la version du firmware embarqué, et deuxièmement, sans devoir ouvrir la console. Donc, c'est-à-dire qu'il vous montre une espèce de petite puce avec 2 pattes. Le tout est monté dans un petit châssis en plastique imprimé en 3D que vous glissez simplement dans un des ports de la console et boum, c'est terminé. Alors, vous pouvez faire quoi avec ? Aujourd'hui, pas grand-chose parce que à part faire tourner un Linux dessus, ce qui n'est pas tellement intéressant à la base, quoique, ça permettra à terme de faire tourner pas mal d'émulateurs. Oui. Mais donc voilà, c'est pas encore vraiment intéressant pour le grand public, surtout qu'il faut pas oublier que la Switch embarque un format de carte mémoire propriétaire.
Par contre, à terme, ça pourrait effectivement ouvrir, en tout cas pour cette population de 14 millions de consoles non patchables, toute une série de choses. Ce qui va surtout probablement se passer, c'est que le prix de ces consoles non patchables au marché de l'occasion risque par contre de grimper. Ah oui. Et les gens risquent de spéculer et de revendre certaines consoles comme étant patchables, alors que les nouvelles générations, elles, ne le seront pas, ce qui feront qu'elles seront extrêmement recherchées. Voilà. Ok, bon, ben voilà, ça mérite d'être clair. On en est à la lettre W. Si, il y a 2 secondes, on était à I. Mais c'est comme ça. Ne me demandez pas de rajouter des lettres là où il ne faut pas en mettre. Non, c'est comme si on était arrivé au I puis on était fatigué. Oui, c'est I et puis W. Mais globalement, c'est ça, oui. W comme oui mais non, c'est une rubrique particulière, on va pas l'appeler autrement, on va pas l'appeler what the fuck ou un truc du genre, parce que ça on a déjà fait. Voilà. C'est un casino qui se fait voler sa base de données, Marc, à cause d'un truc un petit peu particulier. Enfin, pas particulier, mais on ne s'y attendrait pas. On ne s'attend pas à ce genre de choses. Non, on ne s'attend pas, mais ça illustre bien le danger d'avoir des objets connectés qui ne sont pas sécurisés. En fait, effectivement, il y a un casino, on ne sait pas lequel, mais un gros casino, apparemment, américain, qui s'est fait voler une base de données quand même relativement gênante, qui est la base de données de ses plus gros parieurs. D'accord. Avec les paris, les mises, ce qu'ils ont gagné, etc. Mais également leur identité et leurs données personnelles. Heureusement, la GDPR n'est pas encore passée par là. Mais là où ça devient franchement oui mais non, voire what the fuck, c'est que la manière dont les pirates sont rentrés pour aller piquer ces données, en fait, ils sont passés par un aquarium. Pas physiquement. Ce ne sont pas des plongeurs. Ce ne sont pas des plongeurs. En fait, ils ont découvert, en scannant les réseaux auxquels était connecté ce casino, qu'il y avait certains aquariums qui disposaient de thermomètres connectés pour contrôler la température de l'eau et s'assurer que les petits poissons ne terminaient pas en friture. Et donc, en rentrant dans le thermomètre, via un hack, ils ont réussi à remonter tout le cheminement et arriver jusqu'au routeur principal. Le routeur principal, une fois qu'ils sont là, c'est facile de passer derrière parce que tous les protocoles existent déjà et on sait comment rentrer derrière un routeur, surtout s'il n'est pas très bien sécurisé. Et de là, ça a été extrêmement facile. Donc, au-delà de l'aspect totalement anecdotique et totalement surréaliste de devoir admettre qu'on s'est fait voler par un aquarium, reste quand même la problématique des objets connectés qui ne sont pas... Voilà. Mais ça, c'est vraiment une illustration didactique et totalement ludique de ce qu'on peut faire avec un truc qui n'est pas contrôlé. Ça, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, ces objets connectés, on parle par exemple des caméras, c'était par ce biais-là, je pense qu'il y avait eu des attaques en déni de service, je pense, où ils avaient fédéré tout un parc de caméras IP un peu partout dans le monde pour créer du bazar, entre guillemets, du bordel, un peu partout. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres exactement de piratage par objet connecté, en gros. C'est un exemple parmi d'autres, et c'est un exemple qui reste quand même relativement sympathique. Après tout, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste du vol de données privées. Ça peut être embêtant. Par contre, ça peut être embêtant, mais ce qui peut être beaucoup plus embêtant, c'est un proof of concept qui a été fait en 2017, donc il n'y a pas tellement longtemps, à une conférence sur la sécurité informatique, par une experte qui s'appelle Karen El-Azhari, et qui a montré qu'avec un petit bout de code et pas grand-chose, on était capable de pirater des pompes à insuline à distance, de changer la dose du patient jusqu'à lui délivrer des doses fatales. Oui, ça c'est quand même beaucoup plus dangereux. Là, c'est beaucoup plus emmerdant, parce que là, on peut effectivement prendre le contrôle de votre pompe à insuline et de vous demander une rançon, si vous voulez, simplement, c'est la bourse ou la vie, réellement, à ce moment-là. Plus récemment encore, et ça s'est passé un petit peu partout d'ailleurs, parce qu'on a tous reçu un communiqué de presse, je pense que c'est F-Secure, qui a dénoncé... Avec les cartes d'hôtel. Qui a dénoncé
c'est un de leurs techniciens qui a réussi avec un petit peu d'électronique de base et un petit peu de code, arrive à ouvrir la majorité, je pense, des portes d'hôtel, des portes à badge. C'est pas la première fois, ça. Hein. C'est pas la première fois, mais là, apparemment, il ratisse large. Hein. Je pense que c'est plusieurs milliers de codes différents. Enfin, c'est très. Oui, il le ratisse large parce que quasi la totalité des hôtels utilisent la même plateforme pour sécuriser leurs portes, et c'est une faille au niveau de cette plateforme-là. Voilà, ça. Donc, mais bon, voilà. Du coup, plus personne se sent en sécurité à l'hôtel. Donc, le bon truc encore, c'est la chaise sous la poignée de porte. Hein, je vous le dis au passant. Si vous voulez être tranquille dans votre chambre d'hôtel. Mais oui, non, mais c'est certainement pas nouveau. Mais ça veut dire aussi que ça semble en tout cas devenir de plus en plus simple. Ou j'ai une bêtise, Seb? À partir du moment où tout est IT, tout est vulnérable. Oui, ça tu l'as déjà dit, mais est-ce que c'est pas encore plus simple qu'avant? C'est plus simple parce qu'il y a un problème là-dedans. C'est des gestionnaires d'hôtels, c'est pas des informaticiens. Ouais. Et donc eux, ils mettent une techno en place et puis après, ils s'en foutent si la techno est obsolète. Ouais. Donc voilà, on n'est pas dans une société qui est aujourd'hui sensibilisée et adaptée à faire le suivi sécuritaire de toutes les technologies. Donc bon, voilà, c'est inévitable. Marc. Ouais, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut dire, c'est une réflexion que j'ai déjà vu passer 2-3 fois sur le sujet. Énormément d'objets connectés aujourd'hui proviennent principalement de petites entreprises qui essayent de se faire une place en surfant sur une vague qui prend beaucoup d'ampleur. Mais ce seront des entreprises qui font souvent appel au financement participatif et qui finalement ont une envergure qui n'est peut-être pas suffisante que pour se doter d'un vrai conseiller en sécurité informatique. Donc ce sont des gens qui sont enthousiastes, qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont peut-être pas tous les moyens nécessaires que pour sécuriser totalement ce qu'ils mettent sur le marché. Cassons le petit, parce qu'effectivement, des sociétés comme Sony, ils n'ont pas les moyens d'engager des gars pour la sécurité. Je pense que je n'ai pas dit que c'est le cas de tout le monde, mais c'est une réflexion que j'ai déjà vu passer à plusieurs reprises. Ces gens qui font ces réflexions sont des cons. Mais ça n'engage que toi, c'est ton avis. Non, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est aussi la réaction du client. Quand tu lui vends un truc, tu lui vends la souris, et puis tu lui dis, ah ouais, mais pour faire fonctionner la souris, pour bien faire, il faudrait quand même qu'on fasse un entretien annuel de votre souris. Le client, il a sa souris, après il se dit, l'entretien, on verra bien, quoi. C'est un petit peu le problème de manière générale, c'est que on vend des technologies, et puis après, quand il s'agit on le sait tous, hein, en matière d'informatique, il y a des mises à jour, etc. Il y a des coûts. Quand on achète un soft, c'est là qu'on commence à payer, quoi. Je veux dire, et donc là, c'est un petit peu la même chose. Et j'ai l'impression que dans le chef de certains clients, il y a aussi une part de négligence de ce côté-là, pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Ouais. Si c'est possible. C'est surtout ça. Et plutôt qu'en général les boîtes, c'est surtout l'utilisateur qui n'a fait pas, parce qu'il ne sait pas faire la mise à jour. Malheureusement, c'est pour ça qu'Apple les pousse. Ou parce que c'est contraignant, ou parce que c'est un coût, ou parce que voilà, pour plein de raisons. Oui, en général, c'est une question de savoir et de qu'est-ce que ça m'apporte. Oui. Contrairement à Apple qui force ça chez tout le monde et qui arrive plus ou moins à garder un écosystème propre. La plupart des devices ne te proposent la mise à jour que quand tu vas dans le menu qui va bien. Personnellement, je passe quasi une demi-heure par semaine à mettre à jour des devices chez moi parce que voilà, on a plein de devices et il faut les mettre à jour pour tenir le coup, quoi. Ok, c'est marrant parce qu'on est arrivé à la lettre W. Normalement, le oui mais non, c'est le truc rigolo. C'est drôle. C'est drôle. Et on n'a pas été drôle. Voilà. On était drôle au départ. Le coup de l'aquarium, c'était quand même what the fuck. Okay. Non, c'est fini. Non, voilà. On est plus drôle, merde. C'est fini. Arrêtons d'être drôle, s'il vous plaît. Quoi, c'est vrai. Oui, voilà, on n'est pas payé pour être drôle. Le 166. C'était cet épisode-ci. C'est un podcast Haïti, quoi. Il va se calmer, il va se calmer. Le 166, c'était celui-ci. Cet épisode se termine, ça vous l'avez compris. On va se retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour le 167e épisode. 165. Non, c'est pas la
c'est pas là qu'on retourne en arrière. Non, c'est à 175 qu'on retourne. 167e épisode la semaine prochaine, donc. Normalement, il devrait y avoir un hors-série lundi, mais je ne l'ai pas encore enregistré, donc on ne va pas en parler. Je ne sais pas avec qui non plus nous serons la semaine prochaine. C'est pas vous, moi. C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Non, pas donc moi. on salue Sébastien qu'on retrouvera bien plus tard. Salut. Et puis on retrouvera Marc également bien plus tard également. Et Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, à mon avis. C'est les autres. À bras cassés. C'est les autres. Allez, passez une très très bonne soirée. Si c'est le soir, ou une bonne matinée, si c'est le matin, ou une bonne journée. Enfin, ça selon. À très bientôt. Au revoir.